Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Corentin Moutet. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors Corentin, c'est votre 4e participation successive au tournoi. Vous avez reçu une wildcard pour la 2e année, c'est un tournoi que vous appréciez? Ouais, carrément, c'est toujours un plaisir de venir ici. J'aime beaucoup les conditions, que ce soit l'hôtel, les cours, un peu même toute l'organisation. Donc c'est vraiment un plaisir à chaque fois de venir ici, surtout quand j'ai l'honneur qui m'invite. Alors Corentin, vous êtes notre tête de série numéro 1 cette année. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire? Non, pas de pression. En vrai, on sait que tous les joueurs savent comme le niveau est proche entre nous. Donc ça veut tout et rien dire en même temps. Juste, je suis content d'être tête de série 1. C'est sympa de se voir tout en haut du tableau. Mais c'est plus marrant comme ça quand on regarde le tableau. Après, je sais pas de sensation différente en tout cas. 2022, c'est votre année, c'est une année qui vous réussit particulièrement. Vous avez atteint votre meilleur classement, vous êtes actuellement 64 ATP. On reviendra un petit peu plus tard sur vos exploits de cette année. Qu'est-ce qui a fait que cette année, vous avez réussi à décoller comme ça? Je pense qu'il n'y a pas de vraie raison tennistique. Je pense l'entraînement, ça fait plein d'années qu'il est là. On s'entraîne bien avec mon équipe, on est sérieux dans tous les domaines. Je pense que c'est plus cette année. Ce qui a été bien, c'est que j'ai vraiment réussi à jouer beaucoup depuis avant Roland-Garros. Vraiment, j'ai pas eu de blessures, pas eu de coupures, ce qui était difficile ces dernières années. Donc je pense que c'est vraiment ça. Parce que j'avais eu mon meilleur classement il n'y a pas si longtemps. Et depuis ça, j'avais du mal vraiment à enchaîner les entraînements, enchaîner les matchs. J'avais toujours mal quelque part. Et depuis Roland, c'est vraiment, je pense, ce qui fait que j'ai pu avoir une continuité dans les matchs, gagner de la confiance, progresser dans mon tennis en répétant les entraînements. Et je pense que vraiment, c'est la chose positive cette année. Quels sont vos objectifs pour cette fin de saison et puis pour l'année prochaine? Est-ce que vous visez un top 50, un top 30? En termes de classement, il y a des opportunités toutes les semaines pour gagner des points et monter au classement. Donc c'est la chance qu'on a dans notre sport. Toutes les semaines, on peut prendre des places. Toutes les semaines, on peut monter. Donc je me focalise pas trop là-dessus. Vraiment, mon objectif, c'est de pouvoir jouer, éloigner des blessures, vraiment réussir à continuer à m'entraîner, rater le moins d'entraînement possible à cause de douleurs, tout ça. Franchement, honnêtement, c'est mon plus gros objectif, c'est ça. Et c'est un bel objectif plus que de classement, selon moi, parce que ça dépend de plein de choses. C'est tout ce qu'il y a en dehors du cours. Ça donne beaucoup d'importance à ça. Et si j'arrive à faire ça, c'est que j'aurais vraiment bien géré tout le côté entraînement et récupération. Donc je pense que c'est ça mon objectif. Préserver la santé. Ouais, c'est ça. Alors à l'US Open, vous vous êtes fait remarquer en étant le seul Français encore en lice en 8e de finale, alors que vous sortiez des qualifs en tant que lucky loser. Est-ce que le mental a été un point important pour vous? On sait que parfois ça a pu vous jouer des tours dans le passé. Est-ce que là c'est quelque chose qui était vraiment au top? C'est difficile en vrai de faire une analyse de ce tournoi parce que j'avais perdu en qualif, donc dans la norme des choses, j'aurais dû rentrer chez moi et pas jouer le tournoi. Donc en fait, je trouve que c'est assez significatif de justement de pas se fier aux résultats. Oui. Ça m'a vraiment fait comprendre ça parce que en soi, plein de personnes avaient été déçues que je perde en qualif, en disant que voilà, plein de critiques habituelles comme on peut entendre sur tous les joueurs. Et derrière, une semaine après, je suis en deuxième semaine de Grand Chelem et là, tout est magnifique, tout est beau, je joue super bien au tennis, à écouter les gens. Donc je pense que en fait, ça m'a plus montré en fait, les vraies choses importantes, qui étaient qu'on fasse le travail au quotidien avec mon équipe, que les vrais gens qui me soutenaient pour ce qui était vraiment les choses importantes. Et puis ça m'a juste aidé à ça. Après oui, j'ai pris des points, je suis monté au classement, donc c'est très bien. Mais j'oublie pas que normalement j'aurais pas dû être dans le tableau et que en fait ça joue à rien. On peut voir que je suis en deuxième semaine alors que j'ai perdu contre un joueur au qualif qui jouait très bien au tennis. Non, ça m'a juste montré en fait la réalité des choses, ça m'a remontré la réalité des choses et c'était important. Voilà. Vous parlez des critiques justement ou des commentaires qu'on peut avoir aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse. C'est compliqué ça à vivre au quotidien ou vous arrivez à prendre du recul? Non, en fait c'est pas compliqué à vivre, c'est juste une réalité et qu'on a tendance à oublier, que les gens oublient et que même nous joueurs, de temps en temps, on peut se faire piéger dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va faire un très bon résultat. Moi j'aurais pu me faire piéger en faisant deuxième semaine en me disant je suis super fort, tout va bien, tout ça. Et au final non, la réalité c'est que
quand on joue bien, tout le monde pense qu'on fait les choses bien, et quand on joue, que les résultats suivent moins, parce qu'il y a d'autres joueurs qui jouent très bien aussi, et ben on fait pas les choses bien à écouter les gens. Donc je pense que c'est faut garder les pieds sur terre et puis rester ouais, concentré. c'est pas vraiment ça, c'est juste avoir conscience avoir conscience de ça et pas l'oublier pour pas se perdre dans un sens comme dans l'autre, pas être triste dès qu'on se fait critiquer et se sentir fort dès qu'on est encensé et qu'on on nous fait des compliments. Je pense que c'est plus ça. Alors cette année, vous avez notamment battu Stanislas Wawrinka à 2 reprises, Holger Rune, Jan-Lennart Struff. Est-ce que ce sont des victoires qui vous ont mis en confiance au niveau de votre jeu? Oui, avant de battre Stan à Roland, ça faisait longtemps que j'avais pas battu ce joueur de joueur. Même s'il est descendu au classement, ça reste un grand joueur. Sur un grand terrain, en grand chelem. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce genre de victoire. Non, ça faisait du bien. Ça faisait vraiment du bien, même pour me montrer à moi que j'avais toujours le niveau pour battre ce genre de joueur, que j'étais capable de fournir ça. Ce Roland Garros m'a vraiment donné de la confiance, m'a redonné de la confiance et m'a montré ce dont j'étais capable. Et puis non, c'est des bonnes victoires, c'est des très bons joueurs. Struff aussi, c'est un très bon joueur, il peut battre des bons joueurs. Non, c'est des bonnes victoires. Ouais. Alors, vous parlez de Roland Garros, justement. Donc, vous êtes incliné face à Rafael Nadal. Est-ce que c'est un joueur que vous admirez? Et comment on se prépare pour un match comme celui-ci? La préparation est un peu la même que tous les matchs. En vrai, il y a pas ça reste un match de tennis, donc il n'y a pas à faire les choses différemment. Mais j'essaie de trouver le juste milieu en étant persuadé que je pouvais le battre, parce qu'en vrai, c'est un adversaire et que j'arrive sur le terrain pour le battre. Et d'un autre côté, me rendre compte aussi du chemin qui avait été parcouru jusque-là, de me rendre compte de la chance que j'avais, parce que j'ai toujours rêvé de le jouer. Oui. Pas le jouer pour le jouer, mais pour pouvoir l'affronter. Et puis, j'ai regardé tellement de fois à la télé quand j'étais jeune que de pouvoir jouer contre lui, en fait, c'était non seulement une preuve que j'avais fait du chemin et que j'étais monté au classement et que tout ça, et aussi, en fait, il y avait une part de hasard, en fait, où je l'avais raté 2 ou 3 ans avant à Roland. Et je me disais, en fait, si je veux le rejouer, ça dépend pas que de moi, ça dépend de lui, ça dépend des tableaux, ça dépend de plein de choses, en fait. Et donc là, de le jouer à Roland, pour moi, j'ai aimé le tennis en vrai en regardant ses victoires à Roland quand il avait 19 ans et que c'était du jamais vu. À 19 ans, 20 ans, 21 ans, il gagnait tous les ans et on se demandait mais quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et en tant que jeune, où on a besoin de s'identifier à des joueurs, moi je m'identifiais vachement à lui, je l'imitais, j'avais ses tenues, En vrai, je devais trouver le bon équilibre entre aller sur le terrain pour le battre, comme un adversaire lambda, entre guillemets, et, parce que je pensais vraiment que je pouvais le battre. Je n'essayais pas de me mentir, je pensais vraiment que je pouvais le battre. Et aussi me rendre compte que c'était mon idole, quoi. Oui. Donc de me rendre compte de la chance que j'avais et de profiter de cette chance. Alors Corentin, les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas. Est-ce que vous projetez déjà, est-ce que vous rêvez d'être sélectionné pour y participer? Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Les JO, ça fait rêver tous les athlètes, mais en fait, c'est surtout le fait que ce soit à Paris. Surtout le fait que ce soit à Paris, que ce soit tous les 4 ans, et que du coup, c'est rare, et en plus, c'est à Paris. Donc c'est dans mon pays, et en plus dans la ville où je suis né, donc c'est dans ma tête depuis que je le sais, en vrai. Après, y a d'autres joueurs qui en rêvent aussi, qui vont tout faire pour y être, mais j'espère vraiment, c'est vraiment un objectif, ouais. Alors, vous avez un nouveau partenaire cette année, c'est une plateforme qui permet à votre communauté d'investir sur votre carrière et de recevoir des royalties en fonction de vos résultats. Donc, c'est assez novateur. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire de savoir qu'il y a des personnes qui comptent encore plus sur votre jeu? Non, en vrai, c'est flatteur de savoir qu'il y a des gens qui croient en moi, qui investissent. Je trouve le concept assez marrant. Ça permet de se sentir un peu impliqué dans la carrière de quelqu'un. Après, évidemment, il ne faut pas que ça dépasse ça. Il ne faut pas que ça devienne... comme tout, en vrai, il faut que ça reste dans la limite, la limite du raisonnable. Ouais, mais je trouve ça bien comme idée. En plus, les personnes qui tiennent ça, c'est des personnes avec qui je m'entends très bien. Non, on s'est rencontrés et puis ça a bien fonctionné. Donc non, je suis vraiment content d'être là-dessus. En plus, il y a plein d'athlètes, d'artistes que j'apprécie sur la plateforme. Donc non, je suis content de faire partie de cette équipe-là. Alors, en dehors du tennis, vous êtes un passionné de musique, vous avez sorti un album de rap. Est-ce que vous composez toujours autant que pendant le confinement ou est-ce que vous avez ralenti un peu la cadence? J'en fais comme
comme passe-temps en vrai. J'en fais comme passe-temps, comme il y en a ça va être la console, il y en a ça va être des livres. Moi c'est ça, c'est j'écoute tout le temps de la musique quasiment. Donc j'en fais aussi, mais c'est vraiment dans mes temps libres. Par rapport à avant, en fait, j'ai plus d'objectifs de sortir des choses, plus d'objectifs de double carrière, entre guillemets. Donc ça me prenait trop de temps, je me suis rendu compte que c'était impossible, même si la passion est toujours la même. Du coup, j'en fais. Ça me permet de rencontrer des gens de ce milieu-là. C'est un milieu que j'adore. Les personnes qui sont dedans, j'adore leur mentalité, c'est un monde complètement différent. Donc ça me permet de m'ouvrir aussi, de rencontrer d'autres personnes et du coup de partager ça avec eux. Moi, c'est une passion, j'en écoute, j'en fais. Donc voilà, dès que j'ai du temps et que je suis en vacances ou que j'ai pas de tennis, j'utilise ce temps-là pour en faire ou profiter de ça. Merci beaucoup, Corentin. Merci. Merci beaucoup. C'était notre dernier numéro du 15-30. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Je remercie également toute l'équipe d'Iwa Productions pour le montage et la réalisation de tous ces numéros. Et on se retrouve demain pour le best-of de la série. À bientôt, au revoir.